Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. Dakar, la capitale sénégalaise, a pendant 6 jours été le lieu de rencontre d'une soixantaine de journalistes scientifiques francophones. Ces derniers sont pour la plupart venus du continent africain, de la France, du Québec ou encore de la Suisse. C'était dans le cadre de la conférence internationale des journalistes scientifiques francophones, des sessions avec des experts et autres spécialistes, des lieux également d'échange et de partage d'expériences entre journalistes scientifiques pour mieux aujourd'hui faire face aux défis actuels. Les résultats issus de cette conférence de Dakar seront présentés à la conférence mondiale des journalistes scientifiques prévue à Medellín en Colombie. Ce sera en fin 2023. Quelle place aujourd'hui du journalisme scientifique face à la crise de l'information? Comment ou bien quelles leçons tirer également de la pandémie de Covid-19? Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Madame Ouma Khamis, vous êtes journaliste scientifique à la radio-télévision suisse et vice-présidente également de l'Association des journalistes scientifiques suisses. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci. Merci également à votre co-débatteur, M. Ayi Reno Dossavi Alipoé. Vous êtes journaliste scientifique, également membre du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Merci également d'être là. Merci pour l'invitation. Et je reste d'ailleurs avec vous. La pandémie de Covid-19 a marqué le monde entier avec une crise sanitaire aujourd'hui qui a eu à occasionner beaucoup de pertes en vies humaines, mais également des dégâts sur le plan aujourd'hui social ou bien même économique. Déjà, quelles leçons tirer de cette pandémie de Covid-19, surtout en tant que journaliste scientifique? Déjà, pour une première leçon, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'il faut être extrêmement humble envers ce qu'on croit savoir, et que ce soit en tant que chercheur, en tant que scientifique, en tant que journaliste et aussi en tant que décideur. Nous avions beaucoup de certitudes avant cette pandémie. Nous avions l'assurance un peu que certaines choses étaient sous contrôle, et on a très vite appris que même nos mesures n'étaient pas aussi claires que ça, que le temps de la science n'était pas nécessairement le temps du public ou même le temps du décideur, et qu'il fallait avoir de l'humilité face à justement à la réalité du vivant. Et aussi une dernière chose, c'est que les mesures on va dire pratiques qui sont prises dans le contexte de pandémie s'appliquent à des gens, à des personnes. Et donc qu'il faut, c'est vrai qu'il y a le côté scientifique, mais il faut tenir compte de l'émotionnel, de comment les gens se comportent et reçoivent les informations. Et donc il y a un lien très fort entre le scientifique, qui est, on va dire, dans son laboratoire, le décideur public et le public justement qui va recevoir et entre tout cela, le journaliste aujourd'hui qui est censé de véhiculer l'information entre ces différents acteurs. Et Ouma, quelles leçons avez-vous tirées de cette pandémie de Covid-19 en tant que journaliste scientifique? Je dirais que du point de vue de la Suisse, cette pandémie, elle a marqué la fin de la lune de miel entre la science et la société. Avant la pandémie, on avait des savants qui savaient des choses. Et on s'est aperçu, le public s'est aperçu pendant la pandémie, qu'on avait des chercheurs en fait. Et que la science, ça tombe pas d'un jour à l'autre, que la connaissance se construit ensemble. Et ça a été un grand choc finalement pour le public de découvrir qu'il faut construire cette connaissance et que ça prend du temps. Pour nous, les journalistes scientifiques, ce qui a changé, c'est qu'on a assisté sous nos yeux à l'accélération de la science. Une science qui avance à une vitesse vertigineuse et qu'il faut commenter en direct. On n'avait pas tellement cette habitude, je dois dire. Avant ça, on attendait d'avoir un faisceau de résultats pour faire un sujet en particulier. Mais là, tous les jours, on devait commenter cette pandémie. Et comment déjà vous avez dû gérer cette situation-là à laquelle vous étiez obligé en tant que journaliste scientifique de vous adapter, surtout au vu de l'évolution de ce virus-là? Alors, ce qu'on a dû faire, c'est surtout énormément travailler pour pouvoir rassembler toutes les informations qu'il y avait. Et il y a très très vite plusieurs problématiques qui se sont posées. Ayi Reno en a évoqué certaines, c'est-à-dire le côté émotionnel de cette pandémie qui nous tombe dessus. Ensuite, il y a eu la place qu'on avait dans les rédactions. Tout à coup, et ça c'était une surprise, on nous demandait nos avis sur des sujets. Les collègues venaient nous dire, mais cette publication, qu'est-ce que tu en penses? Et il a fallu presque enseigner notre savoir
savoir à nos confrères et consoeurs dans les rédactions et dire, ben voilà, ça c'est une publication, ça c'est une communication. Je rappelle que vos explications s'expliquent par le fait qu'avant la pandémie aujourd'hui, à votre niveau, les questions de journalisme scientifique étaient le parent pauvre au niveau des rédactions. C'est vrai, c'était toujours le sujet qui venait en dernier. Et là, tout à coup, c'était le sujet qui venait en première ligne. Donc c'est vrai qu'on a dû faire cet effort. Et puis après, il y a eu le temps aussi des fausses informations qu'il a fallu gérer en même temps que toutes ces connaissances qui nous arrivaient. Et nous y reviendrons tout à l'heure sur les questions de fausses informations. Et j'en viens à vous, Aïré. Nous, le monde scientifique aujourd'hui faisait ainsi face à un virus qui n'était pas très bien connu. Ses mutations également, puisque à chaque fois, on entendait parler du fait que le virus s'est muté contre tel. Et même pour ce qui est de la vaccination également, à chaque fois, la question était, est-ce que si on se vaccine aujourd'hui au niveau de telle mutation, s'il y a une autre mutation, elle va impacter oui ou non et qu'on sort. Aujourd'hui, par rapport à cette évolution et toute cette situation, Oumar Hamissa a commencé à développer aujourd'hui là-dessus. Mais quel rôle selon vous du journaliste face à cette situation déjà inédite? Et par exemple, vous, au niveau pays, comment avez-vous dû gérer toute cette manne d'informations que vous étiez en train de recevoir sur la pandémie et tout ce qui circulait autour? Alors déjà, nous, ce que nous faisions, c'était de faire le point de la situation, de dire où est-ce qu'on en est. Disons, dans la période de 2020-2021, c'était tel nombre de cas, tel nombre de gens hospitalisés, nombre de décès. Mais c'est juste de montrer la progression de ça. Pas juste donner les chiffres comme ça dans l'air, mais est-ce que ça a évolué beaucoup par rapport à 2 semaines, à 1 mois, et quelle est la tendance? Et à un moment donné, d'expliquer aux gens un peu ce que vous voulez dire ces chiffres. Pas juste de les donner comme ça de façon brute. Et aussi de temporiser les choses quand il le fallait. Parce que les chiffres ne veulent pas forcément dire grand chose quand on les prend pour eux seuls, mais il faut les mettre en contexte. Ça équivaut peut-être à combien de gens par million, etc. Et voir un peu les progressions. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est d'expliquer un peu ou de dire où en sont les mesures d'État. Parce que c'est important de savoir ce que décide quand même l'autorité publique par rapport à ça. Il y avait donc cette jonction permanente. D'autant que nous, dans notre pays, la gestion a été très vite confiée à des structures spécialisées, des cellules de riposte, des cellules spécialisées qui ont pris en charge ça. Donc il fallait transmettre un peu cette information. Le dernier niveau, c'était justement de dire où en était la recherche. Ouais. Là, il y a toute la controverse autour de la chloroquine, par exemple, et l'émergence des vaccins. Ce qui est intéressant avec les vaccins, où on en parlait, on pensait à la période vers fin 2021, on disait, on s'engageait à vacciner les gens. On pensait que c'était juste un discours creux. Mais on a vu à quel point la science s'est accélérée en moins de 6 mois entre les premiers engagements des politiques et l'arrivée des vaccins sur le tarmac. Et donc, c'était assez extraordinaire. Et avant l'arrivée des vaccins aussi, surtout dans nos pays aujourd'hui, sous nos cieux en Afrique, on voyait pas mal d'informations circuler également sur des méthodes traditionnelles, surtout sur des méthodes traditionnelles de prévenir ou bien de soigner le coronavirus aujourd'hui. Vous, comment gériez-vous cela au niveau pays au Togo? Il fallait bien sûr expliquer ce qui était, ce qui n'était pas. Il y a eu des structures, je pense à Togo Tchèque par exemple, dont le travail était à longueur de journée, chaque jour, de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que des gens disent que des centaines de gens sont décédés, qu'on les enterrait nuitamment au cimetière, c'est pas vrai. De dire que le vaccin est en train d'être préparé, c'est vrai. De dire que la chloroquine marche à 100%, on ne sait pas. Il y a eu ce genre de choses, donc juste pour éclairer les gens. Et ça a été hallucinant parce qu'on a passé plus de temps à expliquer ce qui n'était pas vrai qu'à dire où on en était, et aussi expliquer aux gens que là on ne sait pas encore et que la recherche se poursuit. On est tous humbles face aux faits et il fallait que les gens apprennent aussi ça. Donc nous on devait apprendre cette humilité, les médecins aussi. Il y a une phrase qui est revenue tout le temps durant la pandémie, c'était « ce virus nous remet tous à l'école ». Et ça, les médecins le disaient, les chercheurs le disaient, les journalistes aussi devaient le dire. Donc, il fallait faire attention de ne pas raconter des bêtises pour ne pas en rajouter justement à tout le stress et toute la tornade d'infos ambiantes. Et d'ailleurs, cette humilité dont vous avez fait montre a permis aujourd'hui, en tout cas à votre cible, au public de votre pays, de savoir ce qu'il en est, de distinguer aujourd'hui la bonne information de ce qui ne l'est pas également. Et Oumar Hamissa, en sciences
souvent, certains scientifiques ne sont pas du même avis sur soit les travaux ou bien les résultats de certaines recherches. Il a parlé tout à l'heure de la chloroquine. Nous avions tous suivi également cet épisode entre le professeur Raoult et d'autres professeurs également en médecine. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Déjà, quelle posture du journaliste scientifique face à de telles situations où aujourd'hui les médecins ou bien les spécialistes en sciences ne s'accordent pas sur une certaine question? Quelle position aujourd'hui du journaliste scientifique? Je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le journaliste scientifique sait que la science se construit sur la base d'un consensus et que les scientifiques qui font leurs travaux chacun dans leur coin, finalement, se mettent d'accord sur une interprétation à un moment donné de leurs travaux et des suites qu'on peut leur donner. D'autre part, je pense aussi en tant que journaliste scientifique, on se méfie énormément d'un expert qui dit « moi je sais et je suis sûr que » et tous les autres ont tort. C'est quand même un petit peu, ça c'est quelque chose qui nous a tous, je pense, choqués quand le professeur Raoult nous a dit c'est la fin de partie, ce virus, on a trouvé la solution. On savait tous en tant que journaliste scientifique, ça pouvait pas être aussi simple que ça. Donc c'était un moment, c'était le moment peut-être d'expliquer comment fonctionne la science à la population et aux personnes qui nous suivaient. Et par rapport à ça, déjà, la science aussi, elle est assez évolutive. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, c'est peut-être assez risqué pour un médecin ou un professeur de dire que voici la solution, il n'y en a pas d'autre, ou bien les autres ont tort. D'autant plus que la science, elle évolue, elle progresse. Selon aujourd'hui, le virus déjà nous l'a appris avec l'évolution et les différentes mutations que l'on a connues. Aujourd'hui, comment pourrait donc faire ces journalistes scientifiques-là pour suivre cette évolution, surtout durant la pandémie, vous, à votre niveau, comment faisiez-vous déjà pour suivre cette évolution que l'on connaissait par rapport à cette pandémie-là et par rapport à ce virus qui ne cessait de se muter et également des scientifiques qui ne s'accordaient pas sur tel ou tel autre traitement ou bien sur tel ou tel autre résultat de recherche? Alors, ce qui est très important, c'est de suivre les publications scientifiques et de ce qui est produit par les différents experts. Et puis, il y a toujours, ça c'est aussi très, très méconnu, mais dans le monde scientifique, il y a toujours des personnes qui vont synthétiser les résultats, qui vont faire ce qu'on appelle les revues systématiques. C'est-à-dire qu'ils vont regarder tout ce qui a été publié et essayer d'en faire une synthèse pour voir quelles sont les grandes lignes ou les grandes leçons qu'on peut en tirer. Et c'est vrai qu'on s'appuie aussi beaucoup sur ces revues systématiques. On va continuer à suivre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un certain bagage et une certaine expérience avec ce virus. Donc on sait aussi à quoi on doit être attentif pour la suite de cette pandémie. Et vous concernant aujourd'hui, la science, elle est assez vaste aujourd'hui et c'est plusieurs domaines aujourd'hui, que ce soit les sciences et techniques et tout. Les journalistes scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent à cette question, c'est-à-dire aux questions liées à la science ou à la technique, aujourd'hui, est-ce qu'il est obligatoire ou bien est-ce nécessaire pour ce journaliste-là de s'adapter ou bien de se former par rapport à telle thématique? Je m'explique. Pour ce qui est des questions de changement climatique, je suis certes journaliste scientifique, mais que je me spécialise sur les questions soit de changement climatique, soit sur les questions d'économie verte, sur les questions de santé publique et j'en passe. Est-ce que déjà cela est une nécessité ou bien une obligation pour ce journaliste scientifique afin de pouvoir mieux traiter les questions y afférentes? Je dirais qu'il y a deux choses, il y a deux pôles intéressants. Il y a effectivement le côté hyper spécialisation où comme le laser, on se concentre de plus en plus sur un seul aspect de la question qu'on développe de plus en plus parce qu'il y a des choses à étudier, il y en a plein. Il y a ça. Et il y a l'autre aspect qui est de dire je veux plutôt me concentrer sur ma capacité à traiter l'information. Donc, je me renforce sur les bases, c'est-à-dire, comme je dis souvent, savoir compter jusqu'à 100 et faire des pourcentages. C'est vraiment fondamental. Donc, savoir lire, savoir interpréter, savoir juger, justement. C'est vrai que je suis un peu multitâche, avec plusieurs capacités, mais j'ai un regard un peu à 360 degrés. Mais ce qui est fondamental, c'est le bagage de départ et la capacité à traiter l'information. Même si je n'aurais pas forcément le même niveau d'expertise que quelqu'un qui, sur 10 ans, ne traite que du climat ou même juste de l'évolution du CO2, par exemple, dans l'atmosphère, au moins j'ai la capacité de traiter globalement de l'information. Et comme vous l'avez dit, la science, elle est extrêmement vaste. Et donc, dans l'univers du journalisme scientifique, il y a vraiment de l'espace pour ces deux profils. Mais je pense qu'on les a tous un peu plus ou moins. Même si on est capable aussi de lire un travail du domaine, par exemple, de la physique ou du changement climatique, on connaît aussi un peu la biologie et tout ça. Donc, il y a un peu ces deux aspects. Il y a quand même un domaine où on est plus ou moins expert et l'autre où on est, on connaît un peu, on peut aussi en parler, mais en ayant l'humilité, justement, de celui qui
a juste lu un peu dessus, quoi. Et Madame Khamis, selon vous, est-ce nécessaire aujourd'hui cette spécialisation, c'est-à-dire étant même journaliste scientifique, de se spécialiser sur une question de la science ou de la technique bien définie? Moi, je pense que le plus important, c'est de comprendre la méthode scientifique, la démarche scientifique, comment la recherche se fait et comment les scientifiques communiquent. À partir du moment où on est outillé pour décrypter ça, on a déjà une bonne base pour traiter beaucoup de thématiques différentes, que ce soit la physique quantique ou bien les questions climatiques. Et ça paraît incroyable, mais la science, c'est une langue, et c'est une langue qui est commune aux scientifiques. Il faut apprendre à parler cette langue. Après, on a évidemment des sujets qui nous touchent plus, pour lesquels on a plus de prédilection. Alors là, on va s'hyper spécialiser dans un certain sens. Et puis le dernier aspect, c'est qu'un journaliste scientifique, comme tous les journalistes, son travail, c'est quand même de trouver l'expert qui nous parlera, qui saura nous décrypter le sujet qu'on est en train de traiter. Donc on a un rudiment de langue, on a une passion ou une prédilection pour un sujet, mais on sait aussi comment aller chercher l'expert pour le sujet qu'on maîtrise moins bien. Et pour ce qui est de l'expert et de la langue aujourd'hui de la science, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, la science, elle a également sa langue, son jargon. Donc, ce qui rend pour certains, en tout cas, la science complexe, vous, en tant que journaliste, vous êtes chargé de parler à un public qui peut être pour la plupart composé de profanes. Comment aujourd'hui cette information scientifique ou technique, vous pouvez aujourd'hui le rendre un peu plus digeste et facile à comprendre pour le public profane qui suit aujourd'hui le journaliste scientifique ou la journaliste scientifique? Mais moi, je dis souvent aux chercheurs que je rencontre, aux chercheurs et aux chercheuses, que je suis traductrice science humain, de la science vers l'humain. Et je pense que l'effort, c'est de faire... C'est vraiment de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît absolument rien. J'avais un prof de biochimie qui me disait toujours: le jour où tu expliqueras la biochimie à ta grand-mère, c'est que tu as compris ton sujet. Et ça m'est resté parce que, en fait, tout le monde a le droit de comprendre la science. C'est pas parce qu'on n'a pas un doctorat en physique nucléaire qu'on peut pas comprendre les enjeux qui se cachent derrière. On peut comprendre, en tout cas, le début du principe, et notre travail à nous, et on doit le faire tous les jours, tout le temps, c'est de pouvoir s'adresser à des publics très différents. Ceux qui ont une passion, qui ont des bases scientifiques, qui peuvent comprendre un sujet complexe, et ceux qui ne connaissent rien mais qui ont envie de savoir. Parce que cette science, elle a un impact sur tous les aspects de notre vie, au quotidien, tous les jours. Et M. Ali Pové, selon vous, comment faire comprendre aujourd'hui cette science-là à votre public, à ce public-là qui vous suit? On sait que les médecins, je l'ai rappelé tout à l'heure, ou bien les scientifiques globalement ont leur jargon, sont souvent dans ces jargons techniques-là. Vous, comment faciliter ou bien mieux faire comprendre ces jargons-là ou bien ces expressions scientifiques à votre public? Alors, il y a l'expression « explique-le-moi comme si j'avais 8 ans ». Qu'on emploie souvent, et ça décrit vraiment un peu pour le process. Déjà, il faut le comprendre soi-même, vraiment le comprendre. Et après, voilà, essayer de l'expliquer à quelqu'un comme s'il avait 8 ans. Si tu dois donner une explication en utilisant le terme lui-même, c'est que tu as déjà raté. Donc, user d'analogies, de comparaisons. Des gens vont comparer avec, je sais pas, des camions-citernes, ou bien ça équivaut à 30 fois la ville de Dakar, par exemple, pour les volumes, ce genre de choses. Donc, c'est pas en usant de ce genre de choses, mais tout en s'assurant de ne pas appauvrir le discours ou de trahir le scientifique, qu'on arrive quand même à faire la transition entre l'expert et les gens de tous les jours, j'ai envie de dire. Et par rapport à ce que vous venez de soulever, c'est-à-dire ne pas trahir le discours ou bien ne pas trahir le scientifique, beaucoup aujourd'hui d'universitaires, de chercheurs et autres scientifiques refusent des fois de parler à des journalistes ou bien de se confier, puisqu'ils estiment souvent que ce qu'ils ont dit est souvent différent, en tout cas, c'est leur point de vue, de ce qui a été rapporté, ce qui crée une certaine peur de leur part de communiquer sur les résultats de leurs recherches ou bien de communiquer aujourd'hui sur leurs travaux. Quelle solution face à une situation pareille? Il faudra quand même qu'ils nous fassent confiance parce qu'ils ont besoin de journalistes scientifiques pour faire la transition. Donc il faudra miser sur des gens qui ont fait leurs preuves, j'ai envie de dire, qui ont démontré qu'ils étaient capables justement de faire le pont sans trahir le discours. Il faudra prendre un peu de risque aussi de temps en temps. Parce que de toute façon, si la science ou le savoir reste enfermé dans les amphithéâtres, ça va être un peu compliqué de conquérir le public, même quand finalement le chercheur en a le plus
besoin. Donc, il faudra quand même, comme on dit, il faut être deux pour danser le tango. Et donc, qu'on danse ensemble avec les scientifiques, j'ai envie de dire. Et Madame Khamis, j'avais comme l'impression tout à l'heure que vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Ali Poé. Oui, moi je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer non plus la capacité de nos publics, de la population, à comprendre les choses. Souvent, on nous dit non, mais c'est trop compliqué, les gens ne pourront pas comprendre. C'est faux. C'est complètement faux. Je me souviens, mars 2020, je propose en rédaction de faire un sujet sur le R0. Mes collègues me regardent et me disent « Mais tu es folle, personne ne peut rien comprendre à cette formule qui est improbable ». 6 mois plus tard, tout le monde est accroché. Et qu'en est-il d'abord de cette formule que vous venez d'aborder tout à l'heure? Le R0, c'est le taux de reproduction du virus. En Suisse, en tout cas, peut-être c'était moins le cas ici, c'était le taux de transmission du virus, donc le nombre de personnes qui sont infectées par personne malade, selon les mesures de précaution qu'on prend. Et c'était un chiffre, c'est une équation, c'est compliqué, oui, ça fait peur, les maths, ça fait peur. Mais l'expliquer en mots, en dire voilà, une personne malade peut contaminer X personnes, et le lendemain, 2 personnes malades vont contaminer 4 personnes, et puis simplement d'expliquer ça, ça permet de décrypter un terme qui est un jargon. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est que ce R0 est passé dans le langage populaire. Et comment est-ce que votre cible, après les retours que vous avez eus à la suite de la parution de cet article-là? Mais je pense que le fond du problème, c'est que ce n'est pas un article qui va changer les choses. C'est au quotidien, c'est de la science au quotidien. Moi, j'ai fait un sujet sur le R0, je pense que peut-être une partie des gens ont compris, peut-être la majorité n'a pas compris, mais c'est de revenir par plusieurs canaux, par plusieurs façons différentes de raconter la science, sur des mêmes thématiques que le public à la fin va comprendre. Et à Dakar, vous avez tenu la conférence internationale des journalistes francophones, des journalistes scientifiques francophones, un événement au cours duquel vous avez eu à animer aujourd'hui une thématique par rapport aux leçons à tirer de cette pandémie de Covid-19 et la place aujourd'hui du journaliste scientifique par rapport à cela. Déjà, qu'est-ce qui est ressorti de vos travaux? Je vous disais tout à l'heure que c'était la fin de la lune de miel entre la science et la société. Je voulais quand même apporter le message que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on est sorti de cette lune de miel et maintenant on va pouvoir commencer une relation saine et sans idéaliser de part et d'autre que ce soit le public ou bien la science. Et on va pouvoir maintenant vraiment travailler. Pour ça, il faut qu'il y ait encore des journalistes spécialisés en sciences. Et pour ça, il faut que les scientifiques aient le courage de venir à la rencontre des journalistes scientifiques et il faut que le public soit d'accord aussi d'être ouvert à ces thématiques qui ont un impact quotidien sur nos vies. Et Ali Poé, pour augmenter le nombre de journalistes scientifiques, selon vous, comment mieux intéresser les consoeurs et confrères à la pratique du journalisme scientifique? Je pense qu'il faut susciter les passions et les vocations et la curiosité. Comment nous tous on a commencé, en tout cas moi, je me rappelle, c'était les grandes émissions de vulgarisation chez les Français, je pense que C'est pas sorcier par exemple. C'est pas sorcier nous a irrigué de belles représentations, exemples, et ça a vraiment titillé l'intérêt de la chose. Je pense qu'en montrant aux gens à quel point c'est remarquable et extraordinaire la science, et à quoi ça sert dans la vie de tous les jours, je pense souvent à l'exemple de l'avion. Quand vous prenez l'avion, que l'appareil décolle et qu'il traverse des centaines de kilomètres pour atterrir, entre ces deux-là, le niveau de science qu'il y a eu est juste tout bonnement extraordinaire. Tu vois, ça va de l'ingénierie à la mécanique, à la balistique, à l'électromagnétisme. Donc en fait, il faut montrer aux gens que la science est partout, elle est avec nous tout le temps. Et ce genre de choses, je pense, suscite aussi des intérêts. Il faut aussi leur montrer justement les enjeux. Vous parlez justement de changement climatique. Beaucoup justement viennent aux journalistes scientifiques par le journalisme environnemental. Parce qu'ils sont confrontés tous les jours à la question sanitaire, enfin, la question de l'environnement dans le cas d'espèces. Ils veulent en parler, mais il faut aller plus loin. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe. Et à force de comprendre ça, on devient journaliste scientifique par la pratique. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous et il faut vraiment intégrer ça dans les esprits des gens, je pense. Et déjà, la conférence de Dakar, la conférence des journalistes scientifiques francophones, était un événement ponctuel. La conférence de 2023, prévue à Medellín, en Colombie, également un événement ponctuel, mais au-delà de tous ces événements ponctuels-là aujourd'hui, comment arriver à maintenir cette dynamique-là entre journalistes scientifiques, surtout ceux provenant des pays du Nord et ceux provenant des pays du Sud?
Je pense que ça partira, justement, vous avez parlé de l'aspect ponctuel, mais il y aura des activités sûrement plus en continu chez nous. Nos associations respectives vont continuer vraiment à travailler, à collaborer également via le virtuel. Il y a la science, encore une fois, qui nous permettra de maintenir des flux de communication, échanger, nous soutenir les uns les autres. Et ça ira sûrement de rencontres sur le terrain, pourquoi pas plus de rubriques dans nos différentes rédactions. Moi, j'ai le privilège de couvrir un peu l'actualité de la santé sur, par exemple, l'agence Ecofin pour le moment. Et donc, c'est le genre de choses qui, je pense, suscitent des vocations et de l'intérêt. Et surtout, on voit au niveau de l'électorat que ça intéresse les gens. Et ça encore, c'est un point positif justement pour les journalistes scientifiques. Ça intéresse les gens. Ils veulent en apprendre plus. Il faut juste leur faire confiance, leur expliquer un peu et ne pas justement insulter leur intelligence. Madame Khamis, facilitant aujourd'hui la question de la facilité de l'accès surtout à l'information scientifique, aujourd'hui, comment arriver à cela aujourd'hui sous nos yeux, puisqu'on voit que la facilité que vous avez au niveau européen ou bien au niveau américain à avoir accès à des chiffres provenant des chercheurs ou à des résultats de recherche, ce n'est pas la même chose aujourd'hui pour les consoeurs et confrères africains. Comment aujourd'hui faciliter cela? Est-ce établir un rapport de confiance ou comment? Alors c'est vrai que pour nous c'était une surprise de découvrir ça parce qu'on a moins ce problème en Suisse typiquement où on a un paysage scientifique qui est très proche finalement des journalistes qui est accessible. Et je pense que ça c'était vraiment une leçon de la pandémie en Suisse en tout cas, c'est que les scientifiques se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de journalistes pour relayer certains messages, pour expliquer certaines choses et que eux en tant que spécialistes ne pouvaient pas forcément relayer certains messages. Donc il y a ce lien de confiance à établir entre les scientifiques qui travaillent et les journalistes scientifiques. Établir donc un lien de confiance entre scientifiques et journalistes qui s'intéressent à la science. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Ouma Khamis. Vous êtes journaliste scientifique à la radio-télévision suisse et vice-présidente également de l'Association des journalistes scientifiques de la Suisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. Merci également à vous, M. Ayireno Dosavi Alipoe. Vous êtes journaliste scientifique et membre également du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Merci d'avoir été également avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.